Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alex Régimbal en votre compagnie. Hugues Léger et Charlotte Robillard-Ménard seront avec moi aujourd'hui. Je commence avec Hugues qui est à mes côtés. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Ça va super bien. Après cette qualification pour la phase finale en Coupe Davis, je porte fièrement aujourd'hui, comme tu vois, ma veste de l'équipe nationale. Les gars ont tellement bien joué, là, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. On va en parler. On va en parler de la Coupe Davis. Ce sera notre premier sujet de la journée. Et c'est quand même un gros sujet parce que c'est toujours une compétition très importante. Je vais rejoindre à distance Charlotte Robillard-Ménard. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Moi aussi, ça va bien. Une fin de semaine plutôt agréable à regarder le tennis. Les gars canadiens vraiment bien performé. Donc, c'était super de ce côté-là. Puis, il fait beau. L'automne s'en vient. Ma saison préférée. Donc, pas mal de positifs. Puis, de bonne humeur aujourd'hui. Étais-tu bonne lors de la saison automnale, Charlotte? Est-ce que c'était une des bonnes saisons où tu jouais bien sur le terrain? Je pense que oui. J'ai eu des bons résultats à Saguenay au tournoi Challenger Banque Nationale où est-ce que justement j'avais battu Jessica Pegula une année. Donc oui, je pense que c'était une saison de l'année. C'est sûr qu'il y a beaucoup de tournois. Donc vers la fin, septembre, octobre, novembre, on est plus fatigué, mais j'étais quand même capable d'aller chercher des bonnes victoires et des bons résultats malgré tout. Et c'est beau, le Saguenay. Hein? Si vous n'avez jamais visité le Saguenay, là, le fjord, c'est magnifique. Et puis, Chicoutimi, une petite ville bien charmante. Alors, on ne perdra pas trop de temps. On va rentrer tout de suite dans notre résumé de l'actualité du tennis canadien présenté par Tennis Giant parce qu'on va parler de la Coupe Davis. Merci, Tennis Giant, qui commandite ce segment de l'actualité du tennis canadien. Parlons de la Coupe Davis, une compétition prestigieuse. C'est drôle parce que j'ai l'impression que cette année, on arrivait avec plus ou moins d'attentes pour le Canada, en dépit du fait que, ils avaient un groupe qui était prenable, on s'en parlait, mais il reste que la saison a tellement été... comment dire, un peu, peut-être coussi-coussa n'est pas le bon terme, là, mais un peu en dents de scie pour les joueurs canadiens. Peut-être qu'on n'était pas en pleine confiance. Mais finalement, comme on dit, les gars ont livré. Chapeau et Félix ont été plus que bons ce week-end. Alors, ton analyse de cette qualification du Canada pour la phase finale? Moi, j'ai l'impression, Alex, que les gars sont arrivés très, très motivés justement pour ça. Je pense que pour Shapovalov, il y a un peu une rédemption de sa saison 2024 qui est plus que moyenne. Là, il est baissé sous le 100e rang au niveau mondial. On a vu ses victoires, il les a célébrées. Il était vraiment, vraiment content. Beaucoup d'émotions. Puis je pense que toute l'équipe qu'on retrouve en passant, qui est la même équipe qui a été championne du monde en 2022 avec évidemment Félix, Vachek, Denis, Alexis et Gabriel. C'est le même noyau, la même chimie des gars qui sont amis, qui se connaissent bien, qui ont gagné ensemble déjà. Il y avait beaucoup de motivation au sein de cette équipe-là et ils ont, ma foi, joué de manière très inspirée. Et il y a un petit air de 2022, je trouve, dans cette phase qu'on vient de vivre là, à Manchester. Et là, es-tu en train de mettre l'eau à la bouche des auditeurs en disant un petit air de 2022, c'est-à-dire trophée entre les mains? Écoute, il reste encore plusieurs matchs à jouer. Hein. Là, on est qualifié pour la phase finale. Et le tableau ne sera pas simple. Il faut faire quart de finale, demi-finale, finale. On n'est pas rendu. Mais on est dans le groupe de tête. On va être les troisièmes favoris. On est troisième au classement mondial par pays. Donc, ça se présente plutôt bien. Puis, j'ai beaucoup aimé comment ils ont performé. Ils terminent, je crois, avec une fiche de 8-2 au niveau des matchs. Ils ont gagné leurs 3 rencontres donc, contre l'Argentine, contre l'Angleterre et contre la Finlande. Ouais. Charlotte, commentaire sur cette victoire-là. C'est quoi ton analyse du week-end canadien? Ouais, les gars ont été vraiment solides. Chapeau et Félix, en fait, on sait, ils jouent toujours bien en Coupe Davis. Ils sont très motivés, ils sont souvent très... ils ont gagné une fois en 2022, donc je pense qu'une fois qu'ils ont eu cette victoire-là, comme tu disais, Hugues, d'après moi, ça doit les inspirer à vouloir recréer l'exploit. Donc, on dirait qu'on le sentait vraiment dans l'atmosphère. Ils voulaient aller jusqu'au bout, ils voulaient aller chercher chaque partie, chaque match, chaque set, puis c'est presque ce qu'ils ont réussi à faire, là, presque sans faille. Donc, je pense qu'ils voulaient aussi prendre la revanche de l'année passée, où est-ce que, pas eux nécessairement, mais le Canada avait perdu contre la Finlande. Donc, non, vraiment une très belle performance, une belle chimie dans l'équipe. Je l'entendais tant à l'interne que ce que je voyais pendant les matchs, pendant les rencontres. Donc, vraiment beau à voir. Ils ont bien fait ça. Puis, comme Frank Dancevich, le capitaine, a dit, il n'aurait pas vraiment pu demander mieux comme performance des garçons en fin de semaine.
Ils ont échappé aucun set en simple, hein, Félix et Denis. C'est quand même exceptionnel. Hein. Ben oui, c'est exceptionnel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le contexte dans lequel ils l'ont fait. Et bon, chapeau, je pense que c'est un euphémisme de dire que c'est un peu incertain à chaque fois qu'il se pointe sur le terrain. Mais il a été très bon ce week-end. Ah, ouais. Et même jusqu'à un certain point, on en parlait, je pense que c'est hors d'onde, mais on se disait, ben peut-être que Diallo devrait, avec les performances qu'il a eues, prendre la pole sur Chapeau. Ouais. Ben finalement, bon, il faut croire que Frank Nantevich, en faisant confiance à ses vétérans, aura eu la main heureuse. Ben sûrement que Denis lui a dit, Frank, je suis prêt à jouer, je suis motivé. Il ne faut quand même pas oublier que pour Gabriel, c'était une longue série du côté américain. Il a dû faire les qualifications du US Open avant de jouer au tableau principal. Donc, je pense qu'il y a eu une discussion et visiblement, Shapovalov était prêt. Puis je reviens à ses victoires contre Cerundolo notamment et contre Dan Evans, qui sont deux joueurs compliqués à jouer. Il gagne tous ses matchs en 2-7. Moi, il m'a beaucoup impressionné. C'est du grand Shapovalov qu'on a vu le week-end dernier. Ouais, moi, ce que je trouve rassurant là-dedans, c'est que justement, on n'a pas juste Félix et Denis. On a aussi de la profondeur dans l'équipe, puis on voit que ça commence à pousser, que ce soit avec Gabriel, que ce soit avec Alexis, puis je suis sûre que ça va continuer de progresser. Puis justement, si Denis s'était pas senti 100% à la hauteur cette semaine-là, puis ça, c'est quelque chose que le capitaine décide quasiment la journée même ou quelques jours avant, dépendamment de l'humeur des joueurs, leur état mental, physique, etc. Donc, je pense qu'évidemment, il a pris la bonne décision. Pas que Gab n'aurait pas fait une belle performance, mais je pense que tu sens un peu ce qui se passe. Puis, comme tu as dit, peut-être que Gabriel, après sa tournée aux États-Unis, était peut-être un peu plus fatigué. Mais je sais que si Denis n'avait pas pu performer à la hauteur, puis il aurait mis Gabriel, on aurait été aussi de bonne augure par rapport à notre performance. Donc, c'est bon, c'est bien de voir que les garçons sont tous là, sont tous capables de bien compétitionner contre les meilleurs. Puis on sait que c'est jamais facile de gagner des matchs en Coupe Davis. Tu joues pour quelque chose de plus gros que toi-même, tu joues pour le pays, donc de pas beaucoup de stress, beaucoup de pression. Chaque match est important, donc de ne pas laisser tomber un set, ça démontre à quel point il était déterminé puis il était prêt pour la rencontre, selon moi. Là, Charlotte, j'ai une question, puis je ne veux pas te mettre dans une position difficile, mais je vais le faire d'une certaine manière. Mais mets-toi dans les souliers de Gabriel Diallo. Tu arrives d'une performance au US Open qui est, bon, une des histoires Cendrillon du tournoi. Ouais. Tu es visiblement le joueur ou la joueuse dans ton cas avec le plus de rythme dans toute l'équipe, là, incluant Félix. C'est pas toi qui es choisi. Toi, est-ce que comme joueuse, tu te serais, de un, attendu à avoir un des rôles principaux dans cette Coupe Davis-là, et deux, quand tu apprends que c'est pas toi qui vas y aller, tu réagis comment? C'est sûr que c'est décevant parce que je pense qu'en tant qu'athlète, joueur de tennis professionnel à un tel niveau, on veut jouer, on veut performer tout le temps à notre meilleur, on veut se dépasser. Donc, je suis sûre que Gabriel était prêt à jouer, puis aurait aimé ça. Cependant, je pense qu'on a vraiment une belle cohésion d'équipe, que ce soit chez les filles et chez les gars en Coupe Davis. Je pense que chacun se supporte et est content les uns pour les autres. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, il devait avoir une certaine déception, surtout s'il se sentait à 100%, puis qu'il espérait peut-être jouer. Peut-être que aussi il était super fatigué, c'est lui-même qui a dit à Frank je me sens pas à la hauteur de passer à travers des matchs de simple cette semaine. Donc, je sais pas, mais c'est sûr que tu as un petit pincement au cœur si tu te sentais prêt à jouer puis tu aurais voulu faire la différence peut-être pour ton équipe et être le héros comme il l'a fait dans les qualifications contre la Corée à Montréal. Donc, peut-être qu'il voulait revivre ces émotions-là, mais en même temps, il comprend aussi que Denis veut pas c'est un peu le vétéran, comme tu as dit. Il a plus d'expérience. Il a vécu peut-être plus cette pression-là. Donc, peut-être ça lui revient un petit peu de, justement, avoir un petit peu plus de confiance en Denis de passer à travers ces matchs-là. Mais rien, pour moi, c'est certain que Gabriel a sa place aussi. Ça a dû le décevoir s'il était prêt à jouer, mais je pense qu'il est content aussi. Puis il a vu peut-être que c'était la bonne décision aussi parce qu'il a été presque parfait, là, Denis, en fin de semaine. Donc, c'est ça. Moi, ayant été dans cette situation-là, c'est sûr que tu es déçu. Puis, tu espères juste le mieux pour l'équipe à la fin de la journée. Donc, je pense qu'il a été content, peu importe ce qui se passait. Puis, il sait que la prochaine fois, ce sera peut-être sa place.
Si le Canada avait perdu, ça aurait peut-être été différent, par contre. Mais peut-être qu'on aurait joué les cartes différemment dès après le premier match. Je pense aussi qu'on s'adapte. Il a vu que Chapeau et Félix ont fait un premier match incroyable, puis ils se sentaient bien, puis il était vraiment, je veux dire, l'énergie, la concentration, tout y était. Il donnait tout ce qu'il y avait sur le terrain. Donc, après ça, tu redonnes la chance de rejouer d'autres matchs quand tu vois une telle performance. Mais si ça n'avait pas été le cas, je suis sûr qu'il aurait peut-être changé Amy Gabriel, par exemple. Alors, le Canada atteint la phase finale de la Coupe Davis pour une autre fois. Il ne faut pas oublier à quel point, de un, c'est prestigieux, et de un, à quel point, il n'y a pas si longtemps, on ne rêvait même pas à une phase finale. Et juste à l'époque où Charlotte était chez les juniors, c'est des affaires qu'on... C'est à peine si on pensait à ça. Il y avait eu des succès incroyables avec justement, Frank Dancevich contre la France, peut-être autour de 2012-2013, ces années à TVA Sport d'ailleurs. Mais il reste que, ne serait-ce que d'atteindre le top 8 des meilleures nations au monde, c'est phénoménal. Année après année. Et oublions pas, on parle du Canada maintenant comme une grande nation de tennis, comme un modèle au niveau du développement. On est 3e dans le classement par pays du côté masculin, je le disais plutôt, 1er du côté féminin. Donc, on est vraiment établi dans ces nations de tête là, au niveau du tennis mondial. Et je peux dire que les équipes qui jouent tant au niveau Billie Jean King Cup qu'au niveau Coupe Davis sont extrêmement motivées d'aller chercher ces trophées-là. Et je ne serais pas surpris non plus que ça fasse partie des objectifs de Tennis Canada au niveau sportif, d'aller chercher des bonnes performances là, dans le dernier carré d'as, si possible, tant du côté masculin que du côté féminin. 100%. Là, pour ce qui est de l'avenir de cette Coupe Davis-là pour le Canada. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera l'adversaire. Deux possibilités. L'Allemagne ou les Pays-Bas. Exact. Bon, je pense que poser la question, c'est y répondre, mais on jase. Pour les besoins de la discussion, Charlotte, préfères-tu affronter l'Allemagne ou les Pays-Bas? J'aimerais mieux les Pays-Bas, je pense bien. Je pense que poser la question, c'est répondre, comme je disais, parce que, les Pays-Bas n'ont pas de Zverev qu'on pourrait avoir dans les pattes ou un Struff, par exemple, qui a déjà... un de double. Exactement. Ouais. Alors, je pense que poser la question, c'est répondre. Est-ce que, maintenant, on spécule, on jase, comme on dit. Charlotte, est-ce que le Canada a des chances contre l'Allemagne si un Zverev et un Struff, par exemple, sont de l'alignement? Moi, je pense que le Canada a toujours sa chance. Peu importe qui on joue, les gars ont démontré tant à Denis dans les dernières années, peut-être moins dans les 2 dernières années, là, mais ça reste qu'il y a le potentiel de battre n'importe quel joueur. Félix aussi, même Gabriel qui a fait une super belle performance au US Open, qui commence à pousser là, de toujours avoir sa place dans le tableau principal des grands chelems. Donc, je pense que oui, surtout avec toute la pression qui vient avec la Davis Cup, surtout au quart de finale. Tu es rendu dans un moment important où est-ce que chaque équipe essaie de passer. Il n'y a pas de match facile, surtout quand tu es peut-être l'équipe favorite, disons. Ouais. Si tu es supposé gagner, par exemple, un Zverev qui est supposé battre un Denis ou en fait, ce serait plus Félix. Ouais. Je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu de pression sur Zverev, justement, d'aller nécessairement chercher la victoire. Puis là, tout est possible. Donc, c'est des genres de tournois, des genres d'environnement où est-ce qu'il y a une atmosphère où on sent qu'on peut, à tout moment, avoir une grosse victoire qui sort un peu de nulle part. Puis, moi, je pense que oui, on est capable de jouer l'Allemagne. On est capable de passer à travers cette rencontre-là, même si Zverev est de la partie. C'est ça. Il y a des Struff et des Zverev. Maintenant, il faudra voir. Est-ce qu'il sera là? La Coupe Davis, c'est toujours des compétitions que... C'est des choix. C'est des choix, exactement. Ouais. Alors, est-ce qu'on sera chanceux et on n'aura pas à affronter un Zverev dans le cas où on affronte l'Allemagne? D'un côté, s'il fallait que ce soit les Pays-Bas, ça serait pas une balade dans le parc non plus. Tu as des gars comme Greg Spoor ou Botic van de Zandschulp qui sont des joueurs plus que décents qui pourraient embêter facilement un Félix, un Chapeau ou un Gabriel, même si, a priori, j'ai l'impression que je mise sur un Félix avant de miser sur un Greg Spoor et ou
Botic Van de Zandt, mais regarde, c'est des gars qui pourraient battre nos joueurs. Mais c'est pas lui qui a battu Denis au US Open. J'allais dire, c'est lui qui a battu et Denis et Alcaraz. Donc Botic a une bonne automne, il est en confiance, puis c'est un joueur qui nous a fait causer du trouble à plusieurs reprises. Félix a eu des difficultés contre lui aussi. Et s'il fallait que on passe cette ronde-là, soit contre l'Allemagne ou les Pays-Bas, ce serait potentiellement l'Espagne. Ils sont pays hôtes d'ailleurs, à Malaga. Et là, l'Espagne, si tu as un Alcaraz qui se pointe, là, ça risque d'être compliqué. Et il y a une belle profondeur également du côté de l'Espagne pour les joueurs, là. Oui, absolument. Écoute, on en parlait un peu, donc ça va être du 19 au 24 novembre à Malaga, cette phase finale. Puis effectivement, c'est l'Espagne qui est le pays hôte. C'est sûr que l'Espagne aura son équipe 1. Alcaraz aussi, qui était évidemment fatigué après les Olympiques. Ça a apparu au US Open. Moi, je pense qu'il va être en pleine forme. Il a très bien joué le week-end dernier, justement, avec des coups fumants comme on lui connaît. Là. Il a vraiment très, très bien performé. Donc, évidemment, ça serait, si jamais on se rend en demi-finale et que c'est l'Espagne, ça va être dans une ambiance de feu, en plus, à Malaga. Ça serait un très gros défi. Mais encore une fois, comme le disait Charlotte, moi, je crois qu'on peut battre n'importe qui sur ce tableau-là. C'est un tableau compliqué, par contre. Oui, Charlotte, tu voulais ajouter quelque chose? Tu sais, oui, ils ont Alcaraz, puis oui, ils ont quand même de la profondeur, mais ce qui est le fun aussi avec la Coupe Davis, c'est que tu pourrais perdre un match de simple, par exemple. Félix pourrait perdre contre Alcaraz, puis on pourrait gagner l'autre simple puis le double, puis on pourrait quand même passer à travers. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire, encore une fois, qu'ils ont un super grand nom ou un gros joueur qui joue bien, qui est en confiance, que la rencontre est perdue d'avance. Donc, c'est ça qui est excitant, puis j'ai hâte de voir ce que les garçons vont faire, mais moi, je pense qu'on a nos chances. Je pense que on peut aller jusqu'au bout comme ils ont fait il y a 2 ans. Je trouve que c'est une Coupe Davis cette année qui est excitante, je vais le dire comme ça, parce que je regarde les équipes qui sont déjà là. Le Canada, l'Espagne, on en a parlé, mais dans le haut du tableau, si on peut le dire comme ça, tu as l'Italie et les États-Unis. Et à venir, possiblement, en plus de l'Allemagne et des Pays-Bas, qui seront là d'une manière ou d'une autre, on ne sait juste pas qui ils vont affronter, tu as l'Argentine et l'Australie. Ouais. Alors, honnêtement, là, tu vas avoir un tableau où, bien franchement, puis même qu'on prend le Canada, Espagne, États-Unis, Italie, j'ai de la misère à dire « Ah, c'est cette nation-là qui va gagner assurément. » C'est certain que si tu arrives en phase finale, c'est que tu as une profondeur, tu as battu d'autres très bons pays déjà. Donc toutes les équipes qui sont là ont des très bons atouts. Il reste à voir qui aura encore de l'énergie fin novembre. C'est souvent ça. C'est la fin du calendrier. 100%. Il y aura le Masters de Paris qui va être joué avant, encore une fois. Donc, tu arrives vraiment en toute fin de saison. Donc, qui arrive le plus frais, le plus motivé pour aller jusqu'au bout? Qui décide de jouer aussi. Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui priorise la Coupe Davis ou parfois non, parfois oui. Il peut avoir des blessures en fin d'année. Il peut avoir des raisons de vouloir se retirer pour repartir plus fort en janvier pour l'Australie. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de pays qui sont très, très solides, qui ont des bons joueurs. Donc, il n'y a rien de gagné d'avance pour personne. Moi, je trouve que les États-Unis si leurs meilleurs joueurs jouent, c'est quand même assez solide comme classement. Mais encore une fois, à voir qui va être là, qui va jouer son meilleur tennis. Comme Alcaraz a moins bien joué aux États-Unis. Mais après ça, il s'est présenté cette semaine puis il a dit qu'il a joué un de ses meilleurs matchs la saison. Donc, tout est variable. Tout est à voir. Charlotte, tu as devancé ma prochaine question parce que j'allais vous demander, au moment où on se parle, qui, selon vous, part favori? Et honnêtement, ton choix des États-Unis, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que tu sous-entends, pour moi, fait beaucoup de sens parce que peu importe quel joueur va être là, tu as plusieurs joueurs dans le top 20 qui peuvent battre à peu près n'importe qui. Là. On va parler de la Lever Cup aussi aujourd'hui. Et Team World est essentiellement composé des Américains, avec Shelton, avec Tiafoe, avec Fritz. On peut rajouter à ça Ben Shelton, Sébastien Corda qui est disponible. Et le week-end dernier, c'est Opelka qui faisait des points en plus. Donc, effectivement, ils ont une profondeur incroyable. Je pense que les Américains, dans le top 20, c'est la meilleure nation au monde en ce moment du côté masculin. Et cette semaine, il y a 4 filles dans le top 10.
du côté féminin. Donc, je fais le saut du côté féminin. Ça va bien du côté américain. Et effectivement, en Coupe Davis, c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée qu'on voit sur le tableau. Ben voilà, moi, je pense que c'est rare qu'on est unanime, là, mais moi aussi, j'ai les États-Unis présentement qui sont favoris. Bon, évidemment, si Sinner est là pour l'Italie, ça va compliquer les choses, là, parce que... Les Berrettini. Ou un Berrettini, mais en même temps, c'est ça. C'est le Canada, Félix et Chapeau, ils sont, là, on verra. Et je pense qu'ils ont l'intention d'être là parce qu'ils ont joué le stage précédent. Ouais. Et moi, ça me dit qu'ils ont l'intention de peut-être aller jusqu'au bout. L'Espagne, est-ce qu'un Alcaraz va être là et surtout dans quel état il y sera? Parce que, bon, tu l'as mentionné au US Open, c'était pas un Alcaraz à 100%. Mais en même temps, même un Alcaraz qui n'est pas à 100%. T'as Baptiste Agut, t'as plein de bons joueurs aussi. Là. Voilà. Voilà, ça complète notre bloc d'actualité sur le tennis canadien présenté par Tennis Giant. De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, une autre compétition de prestige, la Coupe Laver. Avant d'aller dans la Coupe Laver, qui est une compétition de prestige, une compétition internationale, on va parler rapidement, Hugues, de la Coupe Billie Jean King, parce que le Canada aussi aura ses chances et tu voulais apporter aussi un point intéressant sur l'endroit où on va diffuser. Oui, je trouve ça tout à fait smart que les deux circuits se soient entendus. C'est l'ITF qui présente, évidemment, là, mais la finale de Billie Jean King Cup aura aussi lieu à Malaga, une semaine avant la finale des hommes. Donc ça crée un engouement pour cette compétition par équipe que je trouve assez intéressant. Ça va être payant, je crois, au niveau code d'écoute, au niveau, en tout cas, média. L'équipe a été annoncée ce matin du Canada. L'équipe A1, encore une fois, avec Bianca Andreescu, Leila Fernandez, Gabi Dabrowski, Rebecca Marino et Marina Stakusic aussi. Là, on parlera un petit peu plus tard. Donc, c'est une équipe extrêmement forte, beaucoup de profondeur là aussi, classée numéro 1 au niveau du classement mondial par nation. Donc, ça augure bien pour les finales de la Billie Jean King Cup aussi. Oui, restez là parce que Stakusic, effectivement, on va en parler dans le troisième bloc de l'émission, qui a quand même fait un feu d'artifice cette semaine. On va en parler un peu plus tard. La Coupe Laver sera diffusée à TVA Sport, mon cher ami, un de nos partenaires. Alors, ça nous fait plaisir de le mentionner. Avant qu'on commence là, et qu'on parle un peu de ce qui va se passer là-bas, Charlotte, est-ce que tu es une fan de cette compétition-là, toi, la Coupe Laver? Comment répondre? Je suis pas une fan. Ouais. Je suis pas une fan. T'aimes pas le format un peu non traditionnel, c'est ce que je comprends? Ouais, je trouve que c'est très commercial, marketing. Ouais. Ah, là. C'est un showcase. C'est sûr, c'est un showcase. Ouais. Est-ce que Hugues, toi, est-ce que tu aimes les terrains gris-noirs? Moi, j'aime tout ce qui peut contribuer à l'intérêt pour le tennis, à amener des nouveaux fans éventuellement. Je suis pas certain que ça fonctionne à 100% encore, mais sur papier, j'aime l'idée d'avoir ces deux blocs qui s'affrontent, d'avoir des capitaines historiques avec McEnroe et Borg de l'autre côté. McEnroe avec un S. Les deux frères McEnroe, John et Patrick, évidemment. Mais la domination de l'Europe est tellement grande, bien que les Américains ont été chercher une victoire, fait que, bon, il y a un petit peu un déséquilibre là aussi, mais effectivement, c'est vu comme un tournoi à exhibition ultimement. Même si c'est un showcase, c'est intéressant, c'est une belle production télé aussi. Je pense que les vrais fans de tennis sont peut-être moins engagés dans ce tournoi-là que, évidemment, durant un grand chelem, même si tu as une super affiche là, qui est présentée. Tu en parlais, mon cher Hugues, il y a beaucoup d'Américains du côté de l'équipe Monde, parce que, bon, c'est l'équipe Monde qui affronte l'équipe Europe. Je regardais les deux alignements, même si les Américains sont très bons, ce ne sera pas simple. Encore, je pense, pour l'équipe Monde. Bon, du côté de l'équipe Monde, Cerundolo, l'Argentin, Fritz, Kokkinakis, Shelton, Tabilo quand même un Canadien, ce sera peut-être notre seul représentant semi-canadien, Tiafoe, qui seront de cette équipe-là. Et si on regarde du côté de l'équipe Europe, il y a quand même des gros noms. Alcaraz, Dimitrov, 2 ans qui joue très, très, très bien. Medvedev, Kasper Ruud, Tsitsipas, Zverev, Koboli, Struff.
ça sera compliqué là, pour. Ça ressemble à un top 10. Quand j'écoute les noms, là, à part évidemment Djokovic qui n'est pas là, ça ressemble beaucoup à un top 10. Donc, très, très, très grosse équipe du côté de Team Europe qu'on va voir donc du 20 au 22 septembre à Berlin. Ça a lieu dans l'aréna Ober. Mais effectivement, l'Europe, moi, je vois leur alignement. On sait que Nadal s'est retiré. C'est Dimitrov qui le remplace à pied levé. Mais pour moi, je les mets favoris quand même si les Américains sont très forts. Quand on creuse un peu avec les Kokinakis, Tabilo, même s'ils ont eu des bonnes performances cette année, Cerundolo aussi, je pense que le côté Europe est encore un peu plus fort là, sur cette affiche-là. Charlotte, est-ce que tu vois l'Europe favorite dans ce pré-tournoi, si on veut? Oui, je pense aussi que l'Europe, c'est assez solide, surtout si tous ces joueurs-là sont en forme et se présentent, ça va être difficile du côté monde, je crois. Question pour vous. On en parle presque à chaque année. Est-ce qu'il faut changer le format de pointage? Est-ce que c'est une des faiblesses? Parce que, bon, il y a beaucoup de choses. Un, c'est un format intéressant pour la télé. Année après année, il y a d'excellents joueurs. On a eu des moments incroyables avec Federer, Nadal. Ouais. C'est une compétition pilotée notamment par Roger Federer. C'est sa compagnie qui est le propriétaire et le promoteur de la Coupe Laver. Et d'ailleurs, Ben Shelton commandité par On. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, est-ce que, et Charlotte, tu n'es pas ta compétition favorite? Tu es une joueuse, tu es une puriste. On peut comprendre ça. Nicolas Richard aurait sûrement la même. Oui, vas-y donc. Je suis d'accord avec le commentaire de Hugues que tout ce qui amène de l'attention, de la visibilité, puis de l'intérêt au niveau du tennis, puis des nouveaux amateurs, c'est une bonne chose, mais je trouve qu'on doit garder quand même l'aspect véritable, authentique d'un tournoi, d'un prestige et non de quelque chose un peu plus marketing, un peu plus fun, entre guillemets, avec des gros noms, des grosses têtes d'affiche, ça coûte cher, mais est-ce que ça fait vraiment une différence à la fin de la journée? C'est un peu ça mon opinion. Puis effectivement, Alex, le pointage fait en sorte qu'on veut rester présent les 3 jours parce que les points augmentent au fur et à mesure du week-end. Donc les premiers matchs comptent moins au niveau du total, mais bon, pour que les gens reviennent jour après jour au niveau audience télé, audience web, il faut en sorte que les derniers matchs peuvent faire la différence parce qu'il y a beaucoup de points à aller chercher le dimanche. Oui, je comprends. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas nécessairement un fan du pointage. Je comprends, par exemple, que, si on veut garder au moins des personnes jusqu'à dimanche, mais tu sais, ça se peut qu'après le premier match, le dimanche, ça soit terminé aussi, dépendant de comment le score se fait. Ouais. Cela dit, moi, je suis quand même un fan de la compétition. Là. Je suis peut-être un peu moins traditionnel ou puriste, tout ça. Je suis diverti à écouter cette compétition-là. Et il y a beaucoup de choses, je pense, que le tennis devrait prendre de cette compétition-là. Bon, ne serait-ce que l'esprit d'équipe. C'est un sport tellement individuel. Charlotte, tu l'as vécu. Alors ça, il y a quelque chose de vraiment cool par rapport à ça. Puis de voir aussi les gars plus relax, les gars s'encourager sur le côté. Ça, il y a vraiment... Ils se coachent, ils se parlent entre eux. Moi, ce côté-là, je suis contente que tu l'apportes parce que j'allais justement le mentionner, le côté qu'il y a une fraternité, il y a vraiment un bel esprit d'équipe, les joueurs se parlent, les joueurs s'encouragent, ils ont l'air tous des amis, ils ont tous l'air contents d'être ensemble. Le fait que Nadal coachait Federer coachait Nadal, je veux dire, c'est iconique, c'est légendaire, c'est comme incroyable, c'est des moments qui vont rester gravés dans l'histoire du tennis. Donc, ce côté-là, je l'aime beaucoup, puis je trouve que ça ramène un peu les choses sur Terre en disant que comme tu sais, on est capable d'avoir du plaisir quand même, on est capable de s'entraider, puis de supporter, puis de s'encourager. Ça crée une belle cohésion, je pense, aussi sur le tour par la suite, parce que ça crée peut-être des amitiés qui n'avaient pas nécessairement lieu sur le circuit à l'année longue. Donc, tout ça, de ce côté-là, je trouve que c'est positif. Ça montre un bel exemple aussi pour les prochaines générations qui voient comment les joueurs sont les uns avec les autres, comment ils s'encouragent, puis que c'est assez positif comme atmosphère, là. Et j'ai hâte de voir. Tu sais, tu as des showman là, comme Frances Tiafoe, Kokinakis, c'est des gens qui peuvent t'en donner plein la vue. Medvedev n'est jamais à l'abri d'une quote, comme on dit, ou d'un moment sur le terrain qui fera les manchettes. Alors, il y a quand même un côté hyper spectaculaire à cette compétition-là qui, moi, m'allume énormément. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On va suivre ça. On en fera l'analyse la semaine prochaine
dans notre émission quotidienne, évidemment, parce que c'est comme une compétition qui est intéressante pour le spectateur. Mais je suis curieux, Charlotte, toi, tu as un peu tu parles à des joueurs, tout ça. Je suis curieux, est-ce que les joueurs y accordent un certain prestige ou est-ce que la compétition est encore trop jeune pour qu'ils ne le voient pas comme, je ne sais pas, une espèce d'événement le fun à faire plus que prestigieux? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Je pense que c'est prestigieux, justement, comme tu le mentionnais, avec les capitaines, Borg, McEnroe, le fait que Nadal ait joué, Federer ait joué, Djokovic ait joué, que c'est là que Federer a comme mis fin à sa carrière, que c'était peut-être là, avec un point d'interrogation, que Nadal allait mettre fin à sa carrière. Là, on a compris que c'était pas nécessairement le cas, mais je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'importance puis un côté vraiment grandiose à cet événement-là. Donc, les joueurs savent que OK, moi, j'ai fait partie de l'équipe Team Monde, puis là, j'ai fait partie de l'équipe. C'est quand même un gros prestige. Ça, je le ressens et je le sais. Puis je pense que les joueurs sont vraiment fiers de se présenter à cet événement-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté agréable, amical. Ouais. On tisse des liens. On a des souvenirs. Il y a quelque chose de sympathique. C'est ça. Il y a quelque chose de très sympathique et agréable, positif dans cette semaine-là, au-delà de, tu sais, je pense que tu leur demanderais, veux-tu gagner un Grand Chelem ou tu veux gagner la Coupe Lever? C'est là qu'on peut voir que peut-être côté prestige de l'événement en tant que tel, en tant que du tennis, je pense que c'est plus comme un truc agréable pendant l'année. Il y a moins de pression, visiblement, aussi. Ça contribue au côté fraternel, au côté un peu plus relax qu'on peut voir. C'est ce qui est le bon côté, mais effectivement, tu n'as pas la pression d'un match qu'il faut absolument gagner, comme en Coupe Davis ou en Grand Chelem. J'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté de la Coupe Lever. De notre côté, on va faire une courte pause. Et au retour, on va parler de Marina Stakusic et on va parler également de Hubert Hurkacz. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle intéressante qui est sortie cette semaine. De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Et on est dans le dernier bloc de l'émission. On va parler de Marina Stakusic, la Canadienne qui a fait des flamèches cette semaine parce qu'elle a battu Jelena Ostapenko, a atteint les quarts de finale à Guadalajara avant de perdre contre la championne du tournoi, Magdalena Frech. Ouais. Charlotte, commentaire sur Stakusic, quand même impressionnant ce qu'elle a réussi à faire cette semaine. Vraiment, moi, elle m'impressionne énormément, Stakusic. À chaque fois que je la vois jouer, je la trouve solide. Je trouve qu'elle a vraiment un bon état d'esprit. Elle a l'air mature pour son âge, malgré qu'elle a, 19 ans encore seulement. Ouais. C'est quand même assez impressionnant d'être capable de gagner des matchs à ce niveau-là. On l'a vu quand elle avait gagné en Coupe Billie Jean King. Moi, ça m'avait vraiment impressionné aussi parce qu'on le répète, c'est des tournois où est-ce que tu joues pour ton pays, pour ton équipe, il y a une grosse pression qui vient avec ça. Puis, je pense qu'encore une fois, elle démontre qu'à des hauts niveaux, elle est capable de compétitionner. Elle est allée chercher une victoire contre la 12e au monde. C'est pas rien à 19 ans d'être capable de faire ça. Je trouve que c'est inspirant pour la suite. Parce que qu'est-ce qui peut bien se passer pour elle dans 5-10 ans, d'après moi, ça peut être très, très, très positif. Là. Elle est déjà proche du top 100. Ouais. Donc, vraiment super. Elle n'a pas l'air intimidée. Elle a l'air de se faire confiance, de savoir qu'elle est à sa place. Puis, moi, je trouve ça vraiment positif de voir comment elle est capable d'aller chercher des grosses victoires. Ça me fait un peu penser à Bianca au début, quand elle avait battu Mladenovic ou d'autres noms un petit peu plus reconnus dans ce temps-là. Puis, on commençait à dire « Oh, wow, une bonne victoire, c'est bon, c'est impressionnant. » Puis là, c'est un peu là que ça a comme... Ça s'est enchaîné par la suite. Donc, je pense que c'est un peu ça qui s'en vient pour Stakusic. Je pense qu'elle va être capable de continuer à progresser année après année. Puis je pense que, dépendamment de sa courbe de progression, elle va être capable de faire de très belles choses.
Ouais. Commentaire? Pour moi, elle vient confirmer avec cette victoire contre Jelena Ostapenko sa belle performance en Billie Jean King Cup où elle s'est vraiment révélée au monde du tennis là, à l'automne dernier. Mais Ostapenko, c'est une des joueuses les plus solides du circuit, 12e Championne de mondial. Grand Chelem. Championne de Grand Chelem à Roland-Garros. Première du tableau à Guadalajara. C'est un WTA 500 quand même. C'est quand même un tournoi assez important. Et elle a géré ça en 3-7. Donc, victoire au tie-break du troisième pour Stakusic. 7-0, hein, pas de problème. On finit ça sans trembler. Puis, après avoir sauvé 4 balles de match. Exactement. Puis le fait qu'elle batte Ostapenko, c'est une joueuse qui est compliquée à jouer tant au niveau physique parce qu'elle frappe très fort, elle est très, très bonne, Ostapenko, mais mentalement, c'est une joueuse tricky. Excusez mon anglais, là, mais elle est compliquée à jouer parce qu'elle va contrôler un peu l'humeur du match, Ostapenko. Donc moi, ce que je vois de Stakusic, ça m'impressionne beaucoup à 19 ans. Moi, je l'ai découvert à Granby en 2021 et je la connaissais pas vraiment à cette époque-là, mais je m'étais assis sur un terrain secondaire numéro 2 ou numéro 3 à Granby, puis j'ai dit « Wow, cette fille-là est vraiment impressionnante ». Donc là, on la voit émerger en ce moment. Elle arrive au 129e rang mondial. Elle est tout près du top 100 et sa vie est peut-être sur le point de changer. Puis moi, je ne vois pas ce qui pourrait l'arrêter. Je pense qu'elle va progresser encore. Puis comme Charlotte le soulignait, elle n'a que 19 ans. Elle a été championne du monde avec l'équipe canadienne à la Billie Jean King Cup il n'y a pas si longtemps. Elle a fait des résultats spectaculaires à 18 ans. C'est peut-être une question de temps avant qu'elle enchaîne de façon régulière, les résultats du genre. Alors, j'ai bien hâte de voir. C'est peut-être une fille qui va être dans le top 50 pour 6, 7, 8 ans, peut-être, qui sait. Très prometteur. C'est pas impossible d'envisager ça pour une Marina Stakusic. Moi, je l'ai comparé à quelqu'un en fin de semaine, puis je ne sais pas si c'est... Vas-y. Je ne sais pas si c'est adéquat, mais on dirait que c'est ça qui m'est venu quand je l'ai vu jouer en fin de semaine, puis je me suis dit, elle va être comme une Rebecca Marino au début de sa carrière. C'est comme quand elle était top 30, puis elle surfait un petit peu sur ce succès-là, puis elle frappait solide, elle était calme, elle frappait une balle quand même assez à plat, elle est grande, elle est forte physiquement. Donc, tout bonnement, comme ça, je la voyais jouer, puis je me suis dit, je pense qu'elle va avoir un peu le... même type de carrière? Oui, mais espérons qu'elle n'ait pas arrêté 5 ans à cause de problèmes de santé, évidemment, mais je pense qu'elle va peut-être se diriger un peu vers ce que Rebecca avait fait au début de sa carrière, où est-ce qu'elle était rendue top 30, puis elle avait des bons résultats, puis c'est quand même pas rien, là, être top 30, donc je l'espère pour elle, puis ensuite, peut-être qu'elle réussira à avoir encore mieux, mais c'est un peu ça qui m'est venu à l'esprit en fin de semaine, donc je vous le partage. C'est pas fou en termes de potentiel talent. Évidemment, Rebecca avait une arme avec son service. Je ne sais pas si Stakusic a le même genre de puissance, mais si elle peut rester en santé, moi, je pense que ça se peut très bien qu'elle soit top 30 et peut-être même top 20. Qui sait, tu sais, ces jeunes 19 ans, là, quand tu regardes, c'est rare les talents qui éclosent aussi rapidement, comme des Coco Gauff ou des joueuses comme ça. Et elle démontre beaucoup, beaucoup de maturité. Oui. As-tu connu son frère, toi, au Centre national, Charlotte? Non. Son frère a fait partie du Centre national de façon assez courte, là, mais bon, ça, c'est un autre des joueurs qui, à ce jour, ne représente plus le Canada comme un gars comme Philippe Péliveau, notamment. Là, mais quand même fait partie du Centre national. Alors, quand même, histoire de famille dans le cas des Stakusic. Un autre sujet dont je veux parler, c'est Hubert Hurkacz a annoncé qu'il avait un nouvel entraîneur, nouvelle entraîneuse. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a déjà vu dans le passé. Je veux savoir ce que vous en pensez. Agnieszka Radwanska, qui a par ailleurs déjà gagné ce qui était la Coupe Rogers à l'époque, l'Omnium Banque Nationale, elle l'avait gagné d'ailleurs ici même à Montréal, va être la coach de Hubert Hurkacz. Elle a eu une superbe carrière, Agnieszka Radwanska. C'est une des bonnes joueuses de sa génération. Charlotte, je vais commencer avec toi. Tu penses quoi de cette association-là? Moi, je l'aimais déjà, Hurkacz, puis là, je l'aime encore plus. Ça me fait penser un peu à Andy Murray qui avait collaboré avec Mauresmo il y a quelques années, puis j'avais trouvé ça incroyable. Puis honnêtement, on ne devrait pas trouver ça incroyable parce que ça devrait être comme n'importe quel autre entraîneur masculin, mais je trouve ça beau à voir un joueur classé
dans le top 10, dans le top 20, peu importe, dans les meilleurs au monde, qui se permet de se faire coacher, de se faire entraîner par une femme. Puis je trouve que ça peut amener tellement de belles choses, puis justement, ça peut parfois faire la petite différence qui manquait. Donc, une ancienne joueuse qui a réussi, qui a eu des hauts et des bas, qui a vécu des expériences sur le circuit, qui a connu du succès, qui connaît le tennis super bien, qui doit probablement encore frapper même. Je veux dire, elle a tout pour réussir selon moi. Elle avait une super belle personnalité aussi. Je suis sûre qu'il l'a choisie parce que justement, la chimie fonctionnait bien. Mais je trouve ça beau à voir. Je trouve que c'est un bel exemple pour peut-être d'autres joueurs qui cherchent un coach, mais qui ne regardent pas nécessairement du côté féminin. Ou même d'autres générations, ou même d'autres fédérations qui ne prennent pas toujours le choix d'engager des entraîneurs féminines. Donc, moi, je pense que ça devrait être la norme. Il devrait en avoir beaucoup plus. Malheureusement, le pourcentage est très, très bas encore, tant chez les femmes que chez les hommes. Puis, je trouve ça dommage parce que je pense que les entraîneurs féminines peuvent amener justement quelque chose de différent, mais quelque chose d'encore mieux qui peut faire une différence à la fin de la journée. Donc, j'ai bien hâte de voir cette collaboration-là, mais je pense que ça peut être un très bon, un très bon match. Surtout, je regarde la personnalité d'Urkacz qui a l'air très calme, très, très sympathique, très sérieux, très professionnel. Donc, ouais, j'ai bien hâte de voir. Hugues? Ouais, moi, ce que j'ai aimé, c'est le commentaire de Radwanska qui a dit c'est un joueur rugby qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai l'impression qu'il va pas au bout de son talent en ce moment. Donc, si je peux contribuer à l'amener à la prochaine étape, tant mieux. Puis c'est vrai qu'on remarque ça avec Urkacz. Il y avait une victoire en Masters 1000, je crois que c'était à Miami. C'est un joueur qui est établi dans le top 10. On le voit souvent en huitième, en quart de finale, en demi-finale. Il a fait la finale ici à Montréal. De Masters 1000, justement. Il a fait la finale à Montréal. Effectivement, il peut être extrêmement dominant à plusieurs occasions. C'est un joueur qui a qui a très, très gros service, qui a beaucoup de potentiel, qui joue très bien au filet, qui contrôle bien le terrain aussi. Et malgré sa grande taille, il se déplace très bien sur le terrain. Il y a beaucoup de mobilité. Donc, moi, je pense que c'est une tentative vraiment intéressante. C'est un bon match aussi, je crois. Et si Urkacz pouvait aller chercher quelques positions au classement, et pourquoi pas une victoire en Grand Chelem, ça serait une réussite. Et je pense que leur objectif, c'est justement ça, d'aller chercher une victoire en Grand Chelem. Et pourquoi pas sur une surface rapide comme Wimbledon. Il y a le jeu parfaitement adapté. Il y a le service pour ça, la grandeur, ça c'est sûr. Et bon, ta mémoire était bonne, c'est effectivement Miami en 2021, un Masters 1000, il en a un deuxième, c'est Shanghai en 2023. C'est un gars qui a quand même 8 titres en carrière, qui a déjà été classé tout près du top 5 mondial, 6e, son plus haut rang. Alors oui, c'est définitivement un joueur qui peut aspirer à remporter un grand chelem. Et avec une fille qui, bon, tu l'as dit, Charlotte, a eu une méchante belle carrière. Agnieszka Radwanska, c'est une fille qui a 20 titres sur le circuit de la WTA et en ce moment, elle est à la retraite, elle n'a que 35 ans. Fait qu'elle a remporté beaucoup de titres en peu de temps. Elle en a 7 qui seraient, bon, l'équivalent de niveau 1000 aujourd'hui. Là, à l'époque, c'était un petit peu différent. Il y avait des tournois qu'on appelait obligatoires et, bon, presque obligatoires plus, d'une certaine manière. Mais elle en a 7 titres, dont les finales de la WTA en 2015. C'est une fille qui a remporté de grands titres, qui a énormément d'expérience et qui jouait hier. Là. Alors, c'est pas une fille qui est déconnectée de ce qui se passe dans le monde du tennis. Moi, j'ai hâte de voir ce sera quoi le résultat de cette association-là. Et s'il fallait que Hubert Urkacz atteigne le prochain niveau, ça va faire une méchante belle histoire. À suivre. Ça va être sûrement une belle histoire de 2025. Ouais. Alors, moi, je trouve ça beau, juste pour conclure, qu'elle est capable de dire à quel point il y a un gros potentiel. Puis c'est vrai, tout le monde le sait. Je pense que c'est un gars qui, comme vous avez dit, est capable de gagner les plus gros tournois, mais qu'elle pense qu'elle est capable de l'amener à l'autre niveau parce qu'il n'a pas rempli son potentiel à 100%. Je trouve que c'est une belle ambition. C'est un bel objectif qu'elle est capable de nommer. Puis ça montre qu'elle n'a pas peur du défi, puis qu'elle va tout donner pour qu'il puisse atteindre les plus hauts niveaux. Donc, un beau duo à voir aller là, dans les prochains mois. Et tu sais, Hubert Urkacz, un Polonais, Agnieszka Radwanska, c'est une Polonaise. Ils ont à peu près 8 ans de différence. C'est donc dire qu'il y a des bonnes chances que Hubert Urkacz, c'était une de ses joueuses préférées quand il était plus jeune, Agnieszka Radwanska. Bon, ils se sont possiblement croisés là, un peu après sa retraite en 2016. Ils se sont croisés un petit peu sur le circuit. Pas grand-chose, là, mais
il reste que il devait aimer cette joueuse-là, une fière représentante de son pays. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Charlotte et Hugues, merci infiniment pour cet autre épisode de Sur la ligne. Je remercie également l'Hôtel Montville qui fait toujours des promos avec nous. Psycho Bunny, que tu portes magnifiquement bien la veste une fois de plus. Hugues, il n'y a rien qui ne lui va pas comme un gant. Et je remercie également Tennis Giant, Tennis Canada également, qui travaille avec nous, Cogeco et TVA Sport. Ça me fait toujours plaisir de mentionner nos partenaires. Et sur ces paroles sages, Hugues, c'est à toi que je vais donner le lourd mandat de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, Alex. Et bonne Lever Cup à tout le monde.